ARL 44, le symbole d'un échec français. La France sort de la guerre vivante, mais humiliée sur le plan industriel. En 1944, alors que les combats ne sont pas encore terminés, une obsession traverse déjà l'état-major français. Prouver que le pays est capable de produire à nouveau ses propres chars. Il ne s'agit pas seulement de défense ou de stratégie, mais de prestige, de crédibilité et de survie politique dans l'Europe d'après-guerre. Pour Paris, rester dépendant des chars étrangers est inconcevable. Il faut un char français, vite, peu importe le prix technique à payer. À l'automne 1944, les principales zones industrielles sont libérées, mais la réalité est brutale. Les usines ont été pillées, les chaînes démontées, les ingénieurs dispersés, les technologies interrompues depuis plusieurs années. Contrairement à d'autres pays occupés, la France n'a presque rien développé pendant la guerre. Elle n'a ni prototype moderne, ni doctrine claire, ni moteur national adapté. Pourtant, la décision est prise. Un char verra le jour, même s'il doit être transitoire, imparfait et bricolé à partir de solutions anciennes. Dès la seconde moitié de 1944, l'ARL, installée à Rueil-Malmaison, ressort des cartons des projets conçus pendant l'occupation. Au centre de ce renouveau se trouve Maurice Lavirotte, ingénieur clé des programmes chars B avant la défaite. Ces équipes ont travaillé en secret sur des concepts de chars moyens, en réutilisant tout ce qui était disponible. Le futur char français ne naît pas d'une vision nouvelle, mais d'un assemblage de survivance technique, adapté à la hâte à une guerre qui a déjà changé. Le premier cahier des charges officiel apparaît le 9 octobre 1944. Le véhicule porte un nom révélateur, char de transition. Le terme dit tout. Il ne s'agit pas de créer le char du futur, mais de combler un vide. Le poids visé est de 35 tonnes. L'armement repose sur un canon de 75 mm et le moteur envisagé développe environ 500 chevaux. Les chiffres paraissent raisonnables, presque rassurants. L'objectif affiché est ambitieux, produire jusqu'à 500 chars à un rythme mensuel qui rappelle davantage les promesses que les capacités réelles. Très vite, cette vision s'effondre. Les responsables militaires comprennent qu'un simple équivalent du Sherman américain n'a plus aucun intérêt. Les combats récents ont montré la montée en puissance des chars lourds allemands et la tentation est immédiate. Pourquoi se contenter d'un char correct quand il serait possible de créer un char impressionnant ? En quelques semaines, les exigences explosent. Le blindage s'épaissit, le canon change, la silhouette grossit. Le char de transition commence déjà à trahir sa propre raison d'être. Fin décembre 1944, une nouvelle orientation est actée. Une partie des chars doit recevoir un canon de 90 mm issu de l'artillerie antiaérienne. Schneider lance alors le développement d'une véritable pièce de char, directement inspirée des solutions allemandes les plus performantes. Personne ne s'en cache vraiment. La France observe, copie, adapte, sans complexe. Une nouvelle tourelle est dessinée, soudée, massive, clairement influencée par le Tiger II. Le futur ARL 44 commence à prendre une allure imposante, mais aussi inquiétante. Le 28 janvier 1945, le projet reçoit enfin son nom définitif, ARL 44. À ce moment précis, il ne s'agit encore que de plans, de maquettes et de promesses. Officiellement, Renault et FAMH doivent se partager la production. Officieusement, tout le monde sait que les délais annoncés sont irréalistes. Les exigences continuent pourtant de croître. En juin 1945, le blindage frontal atteint 120 mm, incliné à 45 degrés. Le poids grimpe à 50 tonnes. Le char censé être transitoire devient un monstre lourd, sans que son châssis d'origine ait été repensé en profondeur. Le paradoxe est total. La France veut montrer qu'elle est revenue parmi les grandes nations militaires, mais elle le fait avec un char conçu comme un compromis permanent. Chaque amélioration rend l'ensemble plus lourd, plus lent, plus complexe. Chaque décision repousse les délais. Les voix critiques existent, mais elles sont étouffées par la volonté politique d'aboutir coûte que coûte. Renoncer serait admettre que le pays n'est pas encore prêt à se relever seul. À ce stade, l'ARL 44 n'est plus seulement un char. Il devient un symbole, celui d'une renaissance forcée, construite sur des bases anciennes, dans un monde qui avance déjà plus vite. Et pourtant,
Personne ne sait encore jusqu'où ce symbole va entraîner l'industrie française, ni à quel prix. La transformation de l'ARL 44 en machine réelle commence au moment où les ingénieurs doivent faire cohabiter des ambitions contradictoires avec une base technique héritée d'un autre âge. Une fois les grandes lignes figées, une évidence s'impose rapidement. Le châssis choisi, directement issu de la lignée du char B, n'a jamais été pensé pour supporter une masse proche de 50 tonnes, ni pour suivre le rythme de l'après-guerre. Pourtant, personne n'ose remettre ce choix en cause. Trop de temps a déjà été perdu, trop d'énergie politique engagée. Au cœur du problème se trouve une architecture conçue pour une guerre lente, méthodique, presque figée. Le train de roulement, robuste sur le papier, est complexe, lourd et difficile à entretenir. Les ingénieurs savent que cette solution limite drastiquement la vitesse et la fiabilité, mais ils n'ont pas d'alternative crédible à court terme. Concevoir un châssis entièrement nouveau repousserait le projet de plusieurs années, ce qui serait politiquement inacceptable. L'ARL 44 avance donc avec un handicap structurel qu'aucune amélioration ultérieure ne pourra réellement corriger. Plus les mois passent, plus le projet s'éloigne de son objectif initial. Chaque réunion technique apporte son lot de nouvelles exigences. Le blindage est jugé insuffisant, puis renforcé. L'armement est considéré comme temporaire, puis remplacé. La tourelle, initialement prévue, est abandonnée au profit d'une structure plus massive, plus sophistiquée, mais aussi plus lourde. Le char de transition devient une plateforme d'expérimentation improvisée où l'on empile les solutions au lieu de repenser l'ensemble. L'influence allemande devient alors impossible à ignorer. Les ingénieurs français ont étudié de près les Panthers et les Tigers récupérés à la fin du conflit. Ils en admirent la puissance de feu, la protection et certaines solutions mécaniques. Sans chercher à dissimuler leurs inspirations, ils adaptent ce qu'ils peuvent à l'ARL 44. La nouvelle tourelle DMS-1, avec son aspect anguleux et son masque massif, évoque clairement les chars lourds allemands. Même la philosophie de l'armement évolue dans ce sens, avec la recherche d'une vitesse initiale élevée et d'une capacité anti-char maximale. Cette course à la puissance pose un problème immédiat, le moteur. Le groupe propulseur initialement envisagé se révèle incapable de mouvoir un véhicule devenu beaucoup trop lourd. Là encore, la solution vient d'Allemagne. Le moteur Maybach HL 230, récupéré avec son savoir-faire et ses équipes, s'impose comme une évidence. Puissant, déjà éprouvé sur des chars lourds, il offre sur le papier les performances nécessaires. Son adoption règle un problème tout en créant d'autres, notamment en matière de maintenance et de logistique, mais à ce stade, l'urgence prime sur la cohérence. À l'été 1945, le visage définitif de l'ARL 44 commence à se dessiner. Ce n'est plus un char moyen, ni vraiment un char lourd selon les standards internationaux. C'est un compromis instable, trop massif pour son châssis, trop complexe pour une industrie qui se relève à peine, et déjà en décalage avec les tendances émergentes ailleurs dans le monde. Les doutes se multiplient dans les cercles techniques, mais ils peinent à franchir le mur de la volonté politique. Les premières maquettes grandeur nature confirment ces craintes. Le char est impressionnant visuellement, presque intimidant, mais sa silhouette trahit une conception dépassée. La caisse est haute, la suspension encombrante, et l'ensemble donne une impression de rigidité. Les ingénieurs tentent d'optimiser ce qui peut encore l'être, ajustant des détails, renforçant certaines zones, allégeant marginalement d'autres. Rien de tout cela ne change la nature profonde du véhicule. En parallèle, les objectifs de production sont revus à la baisse. Les chiffres annoncés au départ apparaissent désormais irréalistes. Le manque de moteurs disponibles, la complexité de l'assemblage et la lenteur des chaînes industrielles réduisent progressivement les ambitions. Le projet n'est plus pensé comme une solution durable, mais comme un passage obligé, un symbole nécessaire avant de tourner la page vers quelque chose de réellement nouveau. À ce moment précis, l'ARL 44 entre dans une phase critique. Il existe enfin sur le papier et en maquette, mais chaque décision prise pour le faire avancer renforce ses faiblesses. Il est trop tard pour repartir de zéro, mais trop tôt pour l'abandonner sans conséquence. Le char continue donc sa route, poussé par l'inertie et par le besoin désespéré de montrer que la France est capable de produire, coûte que coûte. La question n'est plus de savoir si l'ARL 44 sera un bon char. Elle devient bien plus inquiétante. Que se passera-t-il lorsque cette machine, déjà fragile sur le plan conceptuel,
devra affronter les réalités des essais, puis celles du service actif. C'est à ce moment-là que le symbole commencera réellement à se fissurer. Les premiers exemplaires de l'ARL 44 sortent enfin de l'abstraction pour entrer dans le monde réel au début de l'année 1946. À ce stade, le projet n'est plus une promesse politique ni une maquette impressionnante, mais une machine qui doit rouler, tirer et survivre aux essais. C'est précisément là que le fossé entre l'ambition et la réalité devient impossible à masquer. Le tout premier prototype est volontairement assemblé en acier non blindé. Officiellement, il s'agit d'accélérer les tests mécaniques et de corriger rapidement les défauts majeurs. Officieusement, c'est aussi une manière de limiter les risques sur un programme déjà fragile. Dès les premières mises en mouvement, les ingénieurs constatent ce qu'ils redoutaient depuis des mois. Le châssis hérité du Char B encaisse mal la masse colossale de l'ensemble. Les contraintes mécaniques sont élevées, les organes de transmission souffrent, et chaque sortie révèle de nouveaux points de faiblesse. La mobilité devient immédiatement un sujet central. Sur terrain plat et préparé, la RL44 parvient à atteindre des vitesses acceptables, mais au prix d'un effort considérable pour la mécanique. Dès que le sol se dégrade, le comportement se détériore rapidement. Les suspensions montrent leurs limites, la conduite devient lourde et peu précise, et les manœuvres serrées mettent à rude épreuve une architecture pensée pour un autre siècle. Le moteur Maybach, pourtant puissant, ne suffit pas à transformer ce colosse en machine agile. Il compense partiellement le poids, sans jamais pouvoir l'effacer. Les essais de la tourelle et de l'armement confirment un autre déséquilibre. Le canon de 90 mm SA-45 offre des performances balistiques impressionnantes pour l'époque. Sa puissance de feu n'est pas remise en cause. En revanche, son intégration sur une plateforme aussi rigide pose problème. Le recul, les vibrations et les contraintes exercées sur la structure nécessitent des renforcements constants. Chaque amélioration ajoutée augmente encore la masse, alimentant un cercle vicieux que personne ne parvient à briser. Pendant ce temps, le contexte international évolue à une vitesse inquiétante pour le programme français. Les armées étrangères testent déjà des concepts plus modernes, avec des silhouettes plus basses, des suspensions plus efficaces et des philosophies d'emploi radicalement différentes. L'ARL 44, lui, ressemble de plus en plus à un char de la fin de la Seconde Guerre mondiale, arrivant dans un monde qui regarde déjà vers l'avenir. Les comparaisons sont cruelles, même lorsqu'elles restent officieuses. La production en série, initialement annoncée comme rapide, se transforme en parcours d'obstacles. Les chaînes industrielles, encore convalescentes, peinent à suivre le rythme. Les composants complexes, la dépendance à des moteurs d'origine allemande et les ajustements permanents ralentissent considérablement l'assemblage. Chaque char livré est presque une pièce unique, modifiée en fonction des retours des essais précédents. Cette absence de standardisation complique la maintenance et alourdit encore les coûts. Au fil des mois, les objectifs initiaux sont revus à la baisse. Les chiffres ambitieux disparaissent des documents officiels, remplacés par des estimations plus prudentes. L'ARL 44 n'est plus présentée comme l'épine dorsale future de l'armée française, mais comme une solution temporaire, presque pédagogique. Il doit permettre de former des équipages, de maintenir un savoir-faire industriel et de patienter jusqu'à l'arrivée de véritables chars modernes. Cette redéfinition implicite du rôle du char n'empêche pas les critiques de s'intensifier. Dans les rapports internes, les mots deviennent plus durs. On évoque un véhicule dépassé conceptuellement, difficile à exploiter et coûteux à entretenir. Certains officiers soulignent que l'ARL 44 serait vulnérable face à des adversaires plus rapides et mieux coordonnés. D'autres rappellent que son profil élevé et sa faible mobilité stratégique limitent fortement son intérêt opérationnel. Malgré tout, le programme continue. L'abandon pur et simple serait un aveu trop visible d'échec, à un moment où la France cherche à réaffirmer son statut militaire. Chaque char achevé devient un symbole de persévérance, mais aussi un rappel constant des erreurs accumulées depuis la conception. L'ARL 44 avance, non pas parce qu'il convainc, mais parce qu'il est déjà allé trop loin pour être stoppé sans conséquence. À la fin des essais principaux, une certitude s'impose. Le char peut être produit, il peut être utilisé, mais il ne représente en rien l'avenir. Il incarne un moment précis, une transition maladroite entre un passé encore pesant et un futur que la France n'a pas encore réussi à atteindre. La question n'est plus de savoir s'il sera déployé,
Mais combien de temps il restera en service avant que la réalité ne le rattrape définitivement? Lorsque l'ARL 44 est finalement accepté par l'armée française à la fin des années 40, l'événement a un goût étrange. Officiellement, il s'agit d'un retour historique. La France remet en service un char conçu et produit sur son sol après des années de dépendance. Officieusement, personne n'ignore que cette entrée en service ressemble davantage à une formalité qu'à une véritable consécration. Le véhicule arrive tard, dans un contexte où les attentes ont déjà changé. La décision la plus révélatrice intervient au moment même de son adoption. L'ARL 44 n'est pas classé comme un char de bataille classique. Il est requalifié en chasseur de chars de 48 tonnes. Ce simple changement de désignation en dit long. L'armée reconnaît implicitement que la machine ne correspond pas aux standards modernes d'un char polyvalent. On lui assigne un rôle plus étroit, presque défensif, destiné à justifier son existence sans trop en attendre. Les premiers exemplaires sont attribués au 503e régiment de chars. Pour les équipages, la découverte est brutale. Le char impressionne par sa taille, par son canon massif et par son apparence intimidante, mais l'enthousiasme retombe vite. La prise en main est difficile, la conduite exigeante, et la maintenance devient rapidement un cauchemar logistique. Chaque sortie nécessite une préparation minutieuse. Chaque panne immobilise le véhicule pendant des périodes jugées inacceptables. Sur le terrain, les exercices confirment les craintes exprimées durant les essais. Le chasseur de chars peine à suivre le rythme des manœuvres modernes. Sa mobilité stratégique est limitée, son rayon d'action contraint, et son gabarit complique les déplacements sur les infrastructures européennes d'après-guerre. Les équipages doivent composer avec une machine qui demande beaucoup et offre peu de souplesse en retour. Le canon de 90 mm reste l'un des rares éléments qui suscitent un certain respect. Sa puissance est indéniable, et lors des tirs d'entraînement, il démontre des capacités anti-chars réelles. Mais cette qualité isolée ne suffit pas à masquer les faiblesses globales. Un chasseur de chars incapable de se positionner rapidement ou de changer d'axe d'engagement devient un atout fragile, surtout face à des adversaires hypothétiques de plus en plus mobiles. Au sein de l'état-major, l'ARL 44 devient un sujet embarrassant. Il est trop récent pour être écarté sans explication, mais trop imparfait pour être mis en avant. Des rapports internes parlent d'un véhicule de transition, utile pour maintenir une compétence industrielle et former des personnels, mais inadapté à un engagement réel de haute intensité. Le discours officiel reste mesuré, presque prudent, comme si chacun attendait que le temps règle le problème à sa place. L'un des moments les plus symboliques de la carrière de l'ARL 44 se produit lors du défilé du 14 juillet. Le char traverse les Champs-Élysées sous les regards du public et des autorités. L'image est forte. La France montre qu'elle a retrouvé une capacité de production nationale. Pourtant, derrière la mise en scène, le malaise persiste. Le char défile pour convaincre l'opinion, pas pour prouver son efficacité militaire. Peu après, les plaintes des unités s'accumulent. Les demandes de modification, d'amélioration et d'ajustement se succèdent. Certaines sont appliquées, d'autres restent lettres mortes. Chaque tentative d'amélioration rappelle la même réalité. Le potentiel d'évolution est limité. Le châssis ne permet pas de transformation profonde, et toute modification significative risquerait de déséquilibrer encore davantage l'ensemble. Progressivement, l'ARL 44 glisse vers un rôle secondaire. Il n'est plus au centre des plans futurs. Les regards se tournent déjà vers de nouveaux projets, plus prometteurs, plus en phase avec les enseignements récents. Le chasseur de chars continue d'exister, mais il n'incarne plus l'avenir. Il devient un témoin gênant d'une période de tâtonnement et de compromis. À ce stade, une question s'impose silencieusement dans les rangs de l'armée. Combien de temps encore cette machine, conçue pour symboliser le renouveau, pourra-t-elle rester en service avant d'être éclipsée par des solutions plus modernes? La réponse approche, et elle ne sera pas clémente. La fin de carrière de l'ARL 44 se joue plus vite que beaucoup ne l'avaient anticipé, et surtout dans un silence révélateur. À peine quelques années après son entrée officielle en service, le chasseur de chars cesse déjà d'occuper une place réelle dans l'organisation militaire française. Il existe encore sur le papier, il figure toujours dans les inventaires, mais il ne pèse plus dans les choix stratégiques. L'armée avance et lui reste en arrière. Les raisons de ce déclassement progressif ne sont jamais annoncées publiquement de manière brutale. Elles s'accumulent simplement jusqu'à devenir évidentes.
Les unités mécanisées réclament des véhicules plus mobiles, plus simples à entretenir et capables d'opérer dans un cadre moderne. Or, l'ARL 44 exige une logistique lourde, des infrastructures adaptées et des équipages longuement formés pour un résultat opérationnel jugé décevant. Dans un contexte de contraintes budgétaires et de réorganisation profonde, ce déséquilibre devient intenable. Les exercices conjoints avec des forces alliées accentuent encore ce malaise. Face à des chars plus récents, souvent d'origine étrangère, le chasseur de chars français apparaît comme un survivant d'une autre époque. Sa silhouette massive, son comportement rigide et sa faible flexibilité tactique contrastent avec des doctrines qui privilégient désormais la rapidité, la coordination et la polyvalence. L'ARL 44 n'est pas ridicule, mais il n'est plus pertinent. Peu à peu, les chars sont retirés des unités de première ligne. Certains servent brièvement à l'instruction, d'autres restent immobilisés faute de pièces ou de moyens. Leur présence devient symbolique, presque administrative. Ils ne sont plus là pour combattre, mais pour occuper un espace en attendant mieux. Cette attente, justement, ne dure pas longtemps. Lorsque la décision finale tombe, elle ne provoque ni scandale ni débat public. Le retrait est acté, presque naturellement, comme si tout le monde s'y était préparé depuis le début. Les derniers exemplaires quittent les régiments sans cérémonie particulière. L'ARL 44 disparaît de la scène militaire française aussi discrètement qu'il y était entré, laissant derrière lui un sentiment d'inachevé. Pourtant, réduire son histoire à un simple échec serait trop facile. Le char a rempli une fonction que peu veulent reconnaître ouvertement. Il a permis à l'industrie française de se remettre en mouvement, de reconstruire des chaînes de production, de reformer des ingénieurs et des ouvriers après des années de rupture. Il a servi de laboratoire à ciel ouvert, révélant brutalement ce qui ne fonctionnait plus et ce qu'il fallait abandonner définitivement. C'est précisément là que réside la contradiction fondamentale de l'ARL 44. Militairement, il arrive trop tard et trop mal adapté. Industriellement, il arrive juste à temps pour éviter une perte totale de savoir-faire. Il ne gagne aucune bataille, mais il prépare le terrain pour celles qui viendront plus tard, avec d'autres machines, pensées différemment. En définitive, l'ARL 44 n'est pas seulement un char imparfait. Il est le reflet d'une France qui tente de se relever rapidement, parfois maladroitement, après un traumatisme majeur. Il incarne les hésitations, les compromis et les erreurs d'une période de transition brutale, où l'urgence politique a souvent pris le pas sur la cohérence technique. C'est pour cette raison qu'il reste, encore aujourd'hui, un symbole puissant. Non pas celui d'une victoire ou d'un triomphe industriel, mais celui d'un échec assumé, nécessaire et fondateur. Un échec qui a montré les limites du passé et forcé l'armée française à regarder vers l'avenir, enfin, sans illusion.